Chers amis, permettez-moi une petite mise en perspective historique des exploits législatifs de ces derniers mois à la lumière de l'expérience du professeur Lejeune et de celle de la Fondation dans les domaines scientifiques, médical et bioéthique. D'abord, s'agissant de l'allongement des délais de l'avortement, on entend de plus en plus, de la part de ceux qui sont indignes, qu'il faudrait revenir à l'esprit de la loi Veil, comme s'il y avait eu un âge d'or de l'avortement. Pour un peu, Madame Veil aurait été opposée à l'avortement. Non, la loi Veil n'est pas la solution, c'est justement le problème. Et valoriser la loi Veil, c'est rendre inéluctables les évolutions qu'elle engendre. Car historiquement, son objet n'est pas de restreindre l'avortement, mais d'en ouvrir l'accès. Sa malice ne réside pas dans ses modalités, mais dans sa progressivité. Et c'est au nom de l'accomplissement de la loi Veil que l'entretien préalable, la condition de détresse, les tentatives de dissuasion, l'objection de conscience, l'autorisation parentale pour les mineurs, les délais finissent par disparaître. Or, on nous a bien expliqué que ces précautions avaient été prises pour rassurer les parlementaires hésitants des années 70, mais qu'elles n'avaient plus de raison d'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'avortement est devenu un soin comme un autre dans ce nouvel ordre établi dont la remise en cause est punie de prison. Pour la Fondation Jérôme Lejeune, le pire est de s'indigner de l'avortement à 9 mois, voté en juillet en catimini, et de faire semblant d'ignorer que cette pratique est déjà autorisée dans la loi Veil pour les enfants handicapés. Pourquoi les enfants en bonne santé ne seraient-ils pas aussi les bénéficiaires de l'avortement sans délai qu'on préconise si facilement pour les enfants trisomiques? Pourquoi cette disparité de traitement? Il est où l'accueil de la différence, là? Je suis contre, comme vous, le passage de l'avortement à 9 mois, mais pour tout le monde. Quant aux lois de bioéthique, elles souffrent d'une polarisation sur un seul thème qui cache tous les autres, la PMA pour toutes, qu'il faudrait combattre pour s'en tenir sagement à la PMA dite médicale. Mais c'est la PMA dite médicale qui permet la PMA pour toutes, dont elle n'est qu'une variante. C'est la PMA dite médicale qui contient le scénario de toute l'industrie procréatique. Prélèvement, sélection, conservation des gamètes, fabrication, congélation, décongélation des embryons, expérimentation, destruction des embryons dans des projets de recherche douteux qui incluent les bébés médicaments, les bébés à 3 parents et le transgénisme. Vouloir s'en tenir à la PMA dite médicale qui a déjà instauré le tri, la traque et le troc d'embryons, c'est rendre inéluctable la PMA pour toutes. Pourquoi? Parce qu'une technique n'est jamais neutre. Elle propage une certaine vision du monde. La technique de la PMA a sa propre logique de performance, d'efficacité, d'exhaustivité, qui ambitionne toutes les évolutions possibles, y compris celle de devenir la norme de la reproduction. La meilleure illustration, c'est le fameux projet qui a défrayé la chronique de DPIA, le diagnostic préimplantatoire pour les aneuploïdies, c'est-à-dire le tri systématique des embryons trisomiques pour chaque PMA, et qui nous a valu cette phrase collector d'un député dans l'hémicycle, je cite, « Oui, il faut traquer, oui, je dis traquer les embryons porteurs d'anomalies chromosomiques. » Pour conclure, premièrement, cette transgression dont on a parlé ce soir ne saurait trouver de limite dans la convocation permanente du cheval de Troie qui les porte, que ce soit la loi Veil pour l'avortement ou la loi de bioéthique pour la PMA depuis 1994, car la PMA a été autorisée depuis 1994. Si l'on veut remettre en cause un système, on ne peut le faire de l'intérieur et vouloir rester dans la culture de la loi Veil et de l'industrie procréatique, c'était en liberté surveillée pour que rien ne change. Il n'y a pas de rupture anthropologique brutale, mais un nœud coulant
noué depuis plus de 45 ans et qui se resserre inéluctablement sur une société dans le déni, la première chose à faire est de nommer les mensonges qui permettent ces ignominies. Ne pas les désigner, c'est participer. À l'aube d'une époque qui commence peu à peu à se libérer des grands libérateurs des années 68, c'est un réel motif d'espoir et je le partage avec vous. Haut les cœurs!